suis tout d'abord la maman d'Alexis, hein, qui est décédée en mai 2015, voilà, d'un accident en fendant du bois, qui avait 20 ans et qui s'est trouvé en état de mort encéphalique et qui a été donneur d'organes pour 6 personnes. Du coup, cela m'a amené à créer une association, hein, en hommage à Alexis, tout d'abord, qui s'appelle Elle et la vie, Alexis, une énergie pour la vie, et qui a pour principal objectif de soutenir les familles de donneurs d'organes. Donc, j'ai participé au colloque de Rénalo, hein, qui était sur l'opposition, le taux d'opposition des proches, justement. Et j'ai participé à ce colloque, moi, pour montrer combien c'est compliqué pour les familles de donneurs d'organes, cette décision. Quelques mois avant, on avait regardé en famille une émission sur le don d'organes sur France 2. Et le lendemain, on avait déjeuné en famille et Alexis nous avait dit, si ça m'arrive, vous donnez tout. On a reparlé de cette émission et il nous a dit ça. Donc, moi, je pense que j'ai repensé à ça. Hein. C'est dans la nuit, tout de suite, j'ai dit, on fait quoi pour le don d'organes? Donc, c'est sûr que ça change tout pour l'équipe médicale. Hein. Mon mari me dit, j'ai vu un grand soulagement quand tu as dit ça dans les yeux des médecins. Hein. C'est sûr. Je pense qu'aussi, dans mon esprit, c'était occulter la mort, en fait. C'était me dire, il va sauver des vies. Et j'étais dans ce déni-là. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas si simple, quoi. C'est pas pour ou contre le don d'organes. Je pense que c'est des réflexions, des moments de réflexion. Et puis, c'est la façon dont on a vécu, dont on a été éduqué, si on a reçu de l'amour, de la bienveillance au cours de notre vie. Je pense que ça joue beaucoup parce que c'est quand même un acte d'amour, je le dis toujours. Et ça dépend de l'amour qu'on a reçu avant. Il a été prélevé le dimanche matin. Donc ensuite, on a eu la grande chance à l'hôpital d'Annecy, c'est qu'il y ait une psychologue. Parce que à partir du moment où on donne notre accord, les familles, il faut savoir que la coordinatrice, elle a beaucoup de travail puisqu'elle a tout organisé. Donc, je pense que peut-être qu'elles sont aussi moins disponibles du coup. Et à Annecy, il y avait Catherine Vernet, la psychologue, qui est venue et qui a un rôle différent, je pense, hein, qui a un rôle à la fois pour les équipes et pour les familles d'ailleurs, parce que elle n'est pas dans l'urgence, elle est en dehors de tout ça finalement. Et elle est venue nous parler, elle nous a fait parler de ce qu'on faisait avec Alexis, comment il était. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que ça prépare le deuil, ça déjà. S'il peut y avoir ça dans tous les hôpitaux, je pense que c'est vraiment bien pour les familles. Et là, alors là, pour le coup, dans l'accompagnement, on y serait vraiment. J'ai pas entendu s'il y avait eu une cérémonie, tu as eu le temps de lui dire au revoir ou pas? Enfin, comment ça s'est passé? On est venu le chercher le dimanche matin, on nous a dit, dites au revoir à Alexis, et voilà. Et non, et là, c'est terrible, on se retrouve dehors de l'hôpital. Là, je dis, c'est un moment qui est vraiment très angoissant et très difficile pour les familles. Nous, on est partis et on a retrouvé Alexis le lundi matin à la chambre mortuaire. C'est assez violent, quoi, du coup, effectivement. Mais ça, c'est pas sous le coup qu'on y pense. Ce qu'il y a, c'est que tous les questionnements, on ne ferme pas la porte une fois qu'on a fait un don d'organes, les familles. Les questionnements, ils sont arrivés après, ils ont perduré. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire encore pendant les prélèvements d'organes, hein, au moment du prélèvement, parce qu'il y a une chose qui est problématique pour les familles, c'est cette mort du cerveau. Parce que notre proche est branché sous un respirateur, il semble dormir, et quand il part au prélèvement d'organes, par exemple, c'est pas un cadavre qui part au prélèvement. C'est quelqu'un qui semble dormir parce que le respirateur respire à sa place, qu'il a le teint frais, la personne, on dirait qu'elle dort en fait. Et du coup, c'est quand même extrêmement compliqué de laisser partir son proche pour prendre tous les organes, alors qu'on a l'impression qu'il n'est pas mort. Parce qu'intellectuellement, bien sûr qu'on comprend cette mort encéphalique, mais dans le moment, en plus, on est dans un moment de sidération, de déni. Hein. Moi, la psychologue disait que j'étais dans le déni, d'ailleurs, de la mort. Donc, tout ça, c'est très compliqué et je pense que ça explique en partie une partie de ce taux d'opposition, sans doute. On se disait donc en groupe de parole, nous, hein, on discute et on disait qu'il faudrait peut-être qu'il y ait des rituels là, autour de la mort à l'hôpital. On ne sait pas encore comment, mais il faudrait qu'on discute pour mieux faire comprendre à la famille que la personne est morte. Et puis, notamment, il y a des périodes qui sont très difficiles à l'hôpital. C'est quand notre proche part au bloc d'opération. Tous les hôpitaux n'ont pas les mêmes pratiques et c'est normal. Hein. Il y a des hôpitaux qui proposent d'accompagner la personne jusqu'au bloc, d'autres non. Donc, on aimerait que finalement, on prenne le meilleur de ce que fait chaque coordination pour accompagner les familles. C'est un peu l'objectif, hein. Même si les soignants, ils sont très empathiques, très bienveillants, hein, en général. D'ailleurs, on les appelle par leur prénom. Moi, je parle toujours de notre Virginie quand je parle de la coordinatrice. Samuel, le jeune médecin réanimateur, je n'oublierai jamais non plus. Voilà, la psychologue Catherine non plus. Il y a beaucoup d'empathie, hein, mais
mais je pense que voilà, il faut qu'on prenne le meilleur de tout ce qui se fait. À quoi tu penses quand tu parles de Je me rituel? disais, je sais pas, mettre des petites lumières autour du proche décédé pour faire comprendre que c'est un peu comme une veillée, voilà, des choses comme ça. Peut-être qu'il y ait une minute de silence au bloc, pour nous, ça serait important. Et je suis allée à Montréal rencontrer la mission du docteur Marsollet, qui lui aussi, un médecin réanimateur qui s'est rendu compte qu'il fallait absolument accompagner les familles. Pierre Marsollet, eh ben, par exemple, il propose que toute la famille accompagne le donneur d'organes au bloc. Peut-être qu'il faut qu'il y ait plus de latitude à ce niveau-là et plus de gestes symboliques finalement, parce qu'on constate quand même un manque de reconnaissance, nous, du côté des familles. Voilà, par exemple, Transplant Québec envoie un courrier à toutes les familles. Donc là, il y a quelques coordinations qui commencent à le faire, qui nous disent qu'elles souhaitent envoyer un courrier personnalisé aux familles de donneurs, alors que jusqu'à maintenant, elles avaient plutôt peur de faire intrusion dans leur vie. Eh ben, moi, je pense qu'on manque d'éducation. Hein. Donc, ce que j'ai ramené du Québec, c'est une véritable éducation à la santé et aux dons d'organes et à la prévention. Si on est allé au Québec, hein, c'est parce que Chaîne de Vie a mis en place un véritable programme d'éducation à la santé et aux dons d'organes dans les lycées et que je pense qu'il faut en passer par là. La population n'est pas au courant des conditions dans lesquelles ont lieu les prélèvements d'organes, peut-être de ce que c'est que la mort encéphalique. On ne peut pas dire aux gens qui sont donneurs si on ne leur explique pas en quoi ça consiste. Avec mes élèves, moi, je fais de la prévention. Je leur explique comment ça fonctionne le corps humain, qu'est-ce qu'on a là, nos organes, à quoi ils servent. Et ça marche très bien. Parce que si on veut en faire peut-être un jour des futurs donneurs d'organes, eh ben, il faut qu'ils prennent soin d'eux et qu'ils sachent comment ça marche dans leur corps. Hein. Voilà. Mais après, je pense qu'il faut qu'il y ait des enseignants, c'est ce qu'ils font au Québec, qui soient formés pour travailler avec des associations et le milieu médical. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de liens entre l'éducation nationale et le système de la santé, pour qu'il y ait des enseignants qui travaillent avec des partenaires de la santé pour expliquer la mort encéphalique, comment ça se passe les prélèvements d'organes, qu'est-ce que c'est vraiment cette chaîne du don d'organes déjà, voilà. Et évidemment, il faut qu'en parallèle, il y ait un accompagnement des familles. Donc, voilà, ce qu'on disait avec des rituels à l'hôpital, hein, qu'on harmonise un peu les pratiques finalement, qu'on prenne le meilleur de tout ce qu'ils font, si on veut que les gens adhèrent finalement au don d'organes. Parce que c'est une adhésion de la population. Pour moi, ce sont vraiment des décisions de famille. Et par exemple, dans le cadre de la perte d'un enfant, il faut surtout pas oublier les frères et sœurs. C'est hyper important parce que eux, ils passent souvent au second plan. Voilà, je pense qu'il faut vraiment que tous ceux qui ont des liens avec la personne soient là et qu'il y ait un vrai échange avec les soignants. J'ai lu des études canadiennes justement où des familles canadiennes qui ont été interviewées disaient qu'elles voudraient pouvoir parler à une famille qui a vécu ça dans ces moments-là. Alors, je ne sais pas si c'est possible, faire une sorte de patient comme font les greffés, la patient partenaire, c'est ça? Peut-être, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être envisageable. Eh ben, allez la vie. En hommage au greffé, là, cette fois-ci.